Bonjour, bienvenue à Intopo. Aujourd'hui à l'émission, on parle de sport, mais plus spécialement de l'équipement sportif. Comme dans bien d'autres domaines, l'équipement de sport a beaucoup évolué au fil des dernières années pour améliorer les performances des professionnels, mais aussi des amateurs. Ainsi, nous verrons l'évolution de l'équipement du ski alpin au fil des dernières décennies. Virginie Chalifou s'entretiendra avec un passionné de vélo. Mais tout d'abord, on parle de tennis avec Maxime Prévost-Durand. Maxime, bonjour. Bonjour Olivier. Donc Maxime, là, tu as parlé à des gens qui sont bien placés dans le milieu du tennis. Oui, en fait, je me suis entretenu avec l'ex-joueuse de tennis québécoise Valérie Tétrault, qui était de passage au Saguenay pour le Challenger Banque nationale, et puis également avec un champion régional au Saguenay, Jean-Claude Basque, qui nous ont parlé tous les deux de l'évolution. Mais quels sont là, les plus grands changements qu'on a vus dans le tennis là, lors des dernières années? En fait, bien sûr, il y a les matériaux utilisés pour la raquette qui ont beaucoup changé, mais également l'entraînement des joueurs en tant que tel, et puis les technologies utilisées sur le terrain. Voici d'ailleurs ce que j'ai préparé. Le tennis, comme on le connaît aujourd'hui, a fait son apparition aux alentours des années 1870. Les Anglais en sont les créateurs. En fait, ils ont fait l'adaptation du jeu de paume afin de créer le tennis. C'est d'ailleurs en Grande-Bretagne qu'a eu lieu le tout premier tournoi de tennis en 1877. Le tournoi de Wimbledon est donc né. À cette époque, les joueurs se servaient de raquettes de bois. Ces mêmes raquettes ont été utilisées par plusieurs générations de joueurs, puisque ce n'est que vers les années 1970 qu'est arrivé un nouveau modèle, la raquette faite en métal. Vous avez ici l'ancêtre des raquettes modernes, Arthur Ashe Compétition. Alors, c'est dans les années 70. Ces raquettes n'auront toutefois fait que passer. C'était une transition entre les raquettes anciennes et les raquettes modernes. Les raquettes maintenant utilisées par les joueurs sont surtout faites en composite. Valérie Tétrault, ex-joueuse québécoise de tennis qui était de passage au Challenger Banque nationale de Saguenay à l'automne 2011, a constaté plusieurs améliorations. Elle nous explique d'ailleurs quelles sont les plus grandes différences qu'elle a observées avec la raquette de bois. Premièrement, la tête de raquette est vraiment petite, donc on a d'affaire de la frapper dans le milieu. Et puis le poids de la raquette, c'est incroyable comment c'est lourd. Je pense qu'il n'y a personne ici qui pourrait utiliser une raquette en bois puis gagner un match dans ce tournoi-ci. Peu importe la différence de niveau entre les deux joueurs, ça fait trop une grosse différence. Le poids des raquettes, parlons-en justement. Quel impact peut-il avoir sur les coups d'un joueur? Plus une raquette va être pesante, plus elle va avoir de contrôle, moins tu vas générer de puissance automatiquement. Plus la raquette est légère, plus la vitesse de la raquette va être plus grande et plus ça frappe fort. Nous avons demandé à Valérie Tétrault quel était l'écart entre un service frappé avec une raquette d'aujourd'hui et une raquette de bois. La différence est étonnante. Moi, le plus fort que j'avais servi, c'était 170 environ. Cette réponse, c'est avec une raquette moderne qu'elle l'a réalisée. Voici maintenant sa réponse avec les premières raquettes. Donc, je vais y aller pour 130. L'entraînement des joueurs de tennis a aussi beaucoup changé depuis les débuts du sport. Premièrement, les joueurs font davantage d'entraînement en gymnase, comme on peut le constater avec les Rafael Nadal et les Serena Williams de ce monde, qui se montrent tout en muscles sur le terrain. On le remarque également par la force des coups, la vitesse du jeu et la capacité cardiovasculaire qu'ont développé la plupart des joueurs. Aujourd'hui, on voit beaucoup moins de joueurs qui peuvent se permettre de monter au filet. Vous l'avez remarqué. Et les joueurs sont beaucoup plus en forme physiquement. Différentes technologies ont amené un petit plus au sport, notamment du côté du cordage. Il est maintenant possible d'adapter le cordage en fonction du style de joueur que nous sommes, soit en finesse ou en puissance. Il y a plusieurs technologies qui ont été utilisées par les différentes compagnies de raquettes de tennis. Je dirais surtout pour essayer d'attirer monsieur et madame tout le monde, les amateurs de tennis, soit des technologies qui faisaient en sorte que les gens sentaient un petit peu moins de vibrations ou encore allaient chercher un peu plus de puissance. Sur le terrain, le Hawkeye a fait son apparition en 2006 afin d'offrir les reprises vidéo aux joueurs contestant une décision de l'arbitre. On ne peut donc plus le blâmer, lui ou ses juges de ligne, pour de mauvaises décisions. De toute manière, avec des raquettes aussi performantes, le sort des joueurs demeure entre leurs mains. Maxime Prévost-Durand pour Intopo. Le cyclisme est un autre sport qui a énormément évolué au cours des dernières années.
Et que ce soit là, pour la compétition ou tout simplement comme loisir, l'équipement n'est plus le même qu'il y a 20 ans. Virginie Chalifou, qu'est-ce que les nouvelles technologies ont amené au cyclisme? Ça a permis aux cyclistes d'être plus performants lors de leur compétition ou tout simplement durant leur loisir parce que l'équipement n'est plus le même, il est plus léger. De plus, on peut affronter les températures plus froides avec un équipement différent. De plus, les vélos sont aussi plus légers, ils sont souvent faits en aluminium. Et est-ce que le Québec a réussi à s'adapter au nouveau développement là, des marchés mondiaux? Oui, l'amateur de cyclisme Jean-François Côté pense que l'entreprise de Vinci est vraiment une bonne entreprise qu'on peut faire confiance. Ils ont su s'adapter et rivaliser avec le marché international. Parfait, donc on va voir ce que vous nous avez préparé. Jean-François Côté fait du vélo depuis qu'il est tout petit. Grand amateur de cyclisme, il a vu son sport favori évoluer d'une façon considérable à travers les années. L'aérodynamisme a évolué, ça c'est une dimension qui est fortement développée. On le voit de plus en plus, des cadres qui sont profilés, des roues avec un profil un petit peu plus élevé pour mieux fendre l'air, des casques aussi. Tout est conçu parce que la résistance contre l'air, c'est le plus grand ennemi du cycliste. Est-ce qu'il y a de l'équipement en particulier pour débuter, une marque peut-être? Pas nécessairement de marque, mais la chose qu'on peut faire, on peut être attentif aux produits québécois. S'ils ne sont pas tous fabriqués ici au Québec, plusieurs compagnies québécoises font la mise en marché de produits qui sont fabriqués ailleurs. Il y a plein de marques, là, de Vinci, Argon 18, Marinoni, je ne les nommerai pas toutes, mais et aussi dans les produits comme les vêtements Louis Garneau et plein d'autres. Et ça, c'est quelque chose de très bien. C'est des produits qui sont d'une qualité tout à fait comparable à ce qui se fait ailleurs dans le monde. Et puis aussi, pas hésiter à regarder des fois, comme par exemple les gens qui commencent, les vélos usagés, on trouve des fois des prix fantastiques sur des appareils qui fonctionnent et qui vont falloir faire très, très longtemps. Finalement, la technologie commence à évoluer. L'équipement, c'est mieux qu'avant ou vous pensez que ça régresse? Ah, c'est vraiment mieux, c'est très évident. Puis les prochaines années vont être déterminantes. Shimano a introduit le groupe à changement de vitesse électrique. Campagnolo arrive avec ça et de plus en plus, ça va évoluer. Une grande autonomie des piles, simplification, les vitesses se changent de façon simple, s'ajustent également. Ça, c'est des choses qui changent. Mais à la base, là, c'est pas mal la même chose. On pédale, on est concentré, puis un excellent mouvement. Un cycliste bien entraîné, bien affûté, avec de bonnes techniques de pédalage, savoir manœuvrer dans le vent, va être beaucoup plus efficace que quelqu'un qui n'a aucune notion sur une super bicyclette. Mais c'est vraiment ça la base du vélo, hein? C'est de revenir à des choses très, très simples. Selon Jean-François Côté, le cyclisme est un des sports qui a le plus évolué à travers les années, mais qui restera toujours à portée de tous. Virginie Chalifou pour Une Topo. On quitte maintenant les sports d'été pour se diriger vers la neige et le froid. Le ski alpin est un des sports hivernaux les plus populaires au monde et même si on le pratique depuis déjà plusieurs siècles, il aura fallu l'arrivée d'un féroce compétiteur, la planche à neige, pour que l'équipement se renouvelle. L'utilisation de skis pour se déplacer ne date pas d'hier. Bien avant l'arrivée de Jésus-Christ, certaines populations scandinaves utilisaient des planches de bois fixées à leurs pieds pour se déplacer. C'est bien plus tard, au début du 20e siècle, que le ski se développe en tant que loisir. Mais il faudra attendre la fin du siècle, dans les années 1990, avant de voir des changements importants à l'équipement. Les nouveaux matériaux plus rigides et légers comme la fibre de verre donnent un nouveau souffle à l'activité. Dans les modèles un petit peu plus bas de gamme, il va y avoir la mousse synthétique. C'est un produit qui est excessivement facile à skier. Par contre, les désavantages, c'est que ça va se fatiguer plus rapidement. Donc, c'est un ski qui va arriver, il va avoir une espérance de vie plus courte. Ensuite, on va retrouver le fameux noyau de bois fibre de verre. Ça, je vous dirais, c'est une construction qui est standard. OK? On les retrouve dans la plupart des skis, dans la qualité intermédiaire, je vous dirais. Devant la hausse de popularité de la planche à neige au profit du ski, les compagnies doivent rapidement se renouveler. Les skis paraboliques, une révolution qui viendra presque sauver le monde du ski alpin, arrivent en 1993. Plus court et avec les extrémités plus larges que le centre, ce type de ski est devenu la référence partout dans le monde. Ça a commencé à avoir un gros changement au niveau du ski. Dans les années 90, on a commencé à voir le ski parabolique arriver dans les magasins, puis ça, c'est un heureux problème. C'est un heureux problème parce que, en fait, quelqu'un qui commence en date d'aujourd'hui à skier ou qui recommence à skier, qui était muni des grands skis, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui. C'est un ski qui est à la fois plus performant, mais qui est en même temps beaucoup plus facile à conduire de par sa longueur.
de par sa largeur, de par sa, on va dire, sa shape. Toujours dans le but de faciliter la pratique de ce sport aux amateurs, les compagnies intègrent dans leurs produits des avancées technologiques importantes, souvent testées en compétition auparavant. Par exemple, la compagnie Ebb intègre désormais dans leur ski une puce électronique, et ce, même pour les amateurs. C'est un système qui va s'ajuster finalement aux skieurs. Skieurs de plaisance, qui skie très relax, profite de la belle température et tout ça. Le ski va demeurer très neutre, les comportements ne changeront pas beaucoup. Par contre, vous prenez un skieur un petit peu plus expérimenté, va à une vitesse plus élevée, fait des mises à corps plus agressives, le ski va avoir tendance à travailler beaucoup plus. Donc la puce s'active, le ski va se rigidifier. L'équipement a également tendance à se spécialiser. Chaque type de skieur peut désormais se procurer une paire de skis qui convient parfaitement à ses besoins. Par exemple, un amateur de poudreuse et de neige abondante optera pour des skis très larges qui offrent une bonne flottaison sur la neige. Un fervent de saut et de modules choisira plutôt les Twin Tips, un type de ski en pleine effervescence chez les jeunes. Comme c'est ici pour les snowparks, de plus en plus populaire, je vous dirais, depuis 5-6 ans, on constate une hausse notable au niveau des ventes de ces skis-là. Donc c'est un ski qu'on appelle les Twin Tips, qui sont courbés des deux côtés, permettent en fait de skier autant d'avant que de reculons, de faire des rotations, de faire des rails, si on veut. C'est glissé sur les gardes ou des choses comme ça. Donc c'est un ski qui est relativement mince si on le compare avec notre ami ici qui est beaucoup plus large et qui est courbé des deux bords aussi. Donc meilleure manœuvrabilité en saut dans les snowparks. Pour Jean-Philippe Gauthier, il ne fait aucun doute que les gens peuvent trouver un ski qui conviendra parfaitement à leurs besoins. Mais pour y arriver, il faut d'abord que le client fasse une bonne évaluation de ses capacités. Souvent, les gens se surévaluent. Ils n'achètent pas nécessairement le bon produit, ils vont acheter peut-être un petit peu trop cher ou trop haut de gamme pour ce qu'ils ont besoin. Mais des mauvais produits, on en retrouve de moins en moins. Des produits plus performants et accessibles pour tous les niveaux, des skis pour chaque style de descente. Bref, il n'y a plus aucune raison de ne pas profiter de l'hiver. Olivier Larue pour InTopo. C'est déjà la fin de notre émission sur l'évolution de l'équipement sportif, en espérant que cela a pu vous aider dans la pratique de vos activités préférées. Un merci tout spécial à Maxime Aubry au montage de l'émission, aux différents sites et magasins spécialisés qui nous ont accueillis, à nos 2 diffuseurs et à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Au revoir.